Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Usage de grenades lacrymogènes non loin des écoles. Le nouvel inspecteur d'académie de Dakar déplore les dérapages notés. Parallèlement, le Rassemblement islamique du Sénégal invite l'État et les syndicats d'enseignants à privilégier le dialogue. Gamou annuel de Taïba Niassène, moto Jakarta et charrette sur l'axe d'Inguira et Taïba Niassène, pas les bienvenus. Annonce du gouverneur de Kaolack, Al-Hassan Sall, annonce des sanctions contre ceux qui braveront l'interdiction. Métier de cette semaine, charretier, ils soignent les chevaux, s'occupent de leur attelage, entre autres. À Dakar, bon nombre de jeunes se lancent dans cette profession. Les risques et difficultés ne manquent pas, mais ces charretiers s'en sortent tant bien que mal. Manche, retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Le champion du Sénégal, Génération Foot, fera face au Oroya AC de Guinée. Ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor, les deux équipes se disent confiantes et s'attendent à un match difficile. Avant d'en venir à la réaction de l'inspecteur d'académie de Dakar, parlons d'abord de la grève des chauffeurs de taxi clando à Hambourg. Les forces de l'ordre ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui avaient barré la route nationale et certaines artères de la localité. Malheureusement, la fumée des grenades ont occasionné l'évacuation de 15 élèves du collège Saint-Esprit, un fait dénoncé par les potages, parents et populations de manière générale. Voyons cela avec Mamadou Diop. Le transport interurbain a été totalement paralysé dans la commune de Mbour par les chauffeurs de taxi clando. Ces derniers sont à nouveau descendus dans la rue pour exiger, entre autres, la réduction de la taxe municipale. Pour bien se faire entendre, les manifestants se sont mobilisés pour interdire aux bus Tata et aux charrettes d'assurer le trafic. Une situation qui a poussé les forces de l'ordre à agir en utilisant des grenades lacrymogènes. Des grenades lacrymogènes qui ont causé beaucoup de désagréments dans la vie des populations. Par exemple, au collège Saint-Esprit, l'odeur suffocante des grenades qui a envahi l'établissement scolaire a causé beaucoup d'ennuis chez les élèves, surtout chez les asthmatiques. Un fait dénoncé par les élèves du collège Saint-Esprit. Les parents sont très peur. Vous voyez, les parents viennent pour prendre leurs enfants parce qu'ils sont inquiets. Et les élèves ne devaient pas descendre à cette heure-là. Et ça, c'est pas normal avec les élèves. Parmi ces élèves, une vingtaine d'entre eux a été évacuée à l'hôpital de Mbour. Mais quand même, il faut dire que on a plus d'une quinzaine. Tous ce sont des filles. Seuls, on a eu à rencontrer des difficultés seuls avec les élèves asthmatiques. Le parent d'élève se dit très inquiet de la situation de sa fille. bi ma ñëwee jaaxle naa parce que fekk naa sama doom ñu yóbbu ko urgence defal ko ay raakool ci bakken xam nga. Les bus Tata n'ont pas échappé à la furie des taximens de Mbour. Certains d'entre eux ont vu leur pare-brise caillassé, soulevant ainsi la colère de leurs propriétaires. On n'a pas l'envie d'arrêter comme ça les choses. On a l'envie que les responsables des clandos fassent le tout pour payer ce qu'on a caché, quoi. Beaucoup de manifestants ont été arrêtés par la police et gardés au commissariat urbain de Mbour. N'empêche, les chauffeurs de taxi clando persistent dans leur grève. Ils se disent déterminés à continuer leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Gana Sène, le tout nouvel inspecteur d'académie de Dakar, se dit peiné par la situation du secteur éducatif sénégalais avec les grèves répétitives. Cependant, il reste optimiste quant à une issue heureuse. Il a aussi regretté les violences dont ont été victimes des élèves de Mbour et Dakar. Gana Sène s'est entretenu avec Mansour Sow. Très optimiste et qu'une solution pourrait être trouvée très rapidement pour que véritablement notre système puisse retrouver sa stabilité. En tout cas, c'est l'appel que je voudrais lancer. Et nous, déjà, nous y travaillons en rapport avec les chefs d'établissement, les parents d'élèves, en tout cas tous les acteurs de l'éducation, pour de plus en plus sensibiliser
les enseignants, les élèves, en tout cas tous les acteurs, pour que chacun ne perde pas de vue que dans tout cela, c'est l'élève qui gagne ou qui perd. La mission de l'école, c'est d'abord de former les enfants, mais surtout de les protéger. Et qu'aujourd'hui, au niveau de l'Académie de Dakar, en tout cas, nous continuons la sensibilisation, surtout des chefs d'établissement, en tout cas de tous les acteurs de l'éducation. Et dans cette sensibilisation, nous sommes accompagnés par les parents d'élèves. Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait souvent de petits incidents, mais en tout cas, l'objectif n'est pas, en tout cas, le premier de l'école, c'est de protéger les enfants. Et que ce message-là, nous sommes en train de le porter partout. Comment faire aujourd'hui pour adapter l'orientation vers les nouveaux métiers? L'inspection d'académie de Dakar se penche sur la question. Il s'agira, à l'instar des autres IA du pays, de produire un document de politique nationale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. La rencontre s'est ouverte ce vendredi au centre d'orientation scolaire et professionnelle en présence du tout nouvel inspecteur d'académie de Dakar. Mansour Sow était sur place. La vision de l'orientation. Quelles doivent être les grandes missions désormais destinées à l'orientation? Et quelle doit être la posture de chaque acteur au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle? Ces interrogations devraient trouver des réponses satisfaisantes dans ce tout nouveau document. Un document de politique nationale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Disons que l'orientation a été axée sur le niveau scolaire. Le projet avec ce document-là qu'on a, c'est de mettre en place une redéfinition de l'orientation, un positionnement nouveau de l'orientation qui nous permettra désormais de partir de diagnostic, de voir ce qu'il en est de l'orientation, les difficultés, les contraintes qu'on a rencontrées, les limites aussi relatives aux interventions qu'on a menées. Ces académiciens sont donc appelés à jouer pleinement leur partition dans l'élaboration et la production de ce document. Dans un contexte national marqué par l'émergence de nouveaux métiers liés notamment au pétrole et au gaz, la formation et les enseignements doivent être ainsi bien mis à jour. La structure de l'économie pourrait amener à changer, avec par conséquent des types de métiers qui exigeront des types de formation, qui exigeront donc des types d'interaction. Par exemple, celui qui sera dans un métier donné, il y a ce qu'on appelle la dimension mobilité, qui fait que quelqu'un ne sera pas dans le même métier pendant un certain, etc., etc. Cette rencontre a réuni autorités académiques, parents d'élèves et psychologues conseillers. Il s'agit en effet de faire un diagnostic sans complaisance de la situation de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Au sortir de ce conclave, un document pour une meilleure adaptation de l'orientation scolaire sera produit. Je le disais en début d'édition, le Rassemblement islamique du Sénégal déplore le laxisme du gouvernement face aux nombreuses grèves qui secouent le système éducatif. Ses membres estiment que le gouvernement fait du surplace et soutiennent qu'il est temps que la communauté se mobilise derrière les acteurs. Le Rassemblement islamique du Sénégal exhorte par la même occasion l'État et les syndicats d'enseignants à privilégier le dialogue afin de trouver une solution définitive à cette crise et revaloriser l'enseignement public. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Depuis quelques mois, l'école sénégalaise est marquée par des grèves cycliques d'élèves et de syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, État comme syndicat d'enseignants, chaque partie accuse l'autre d'être à l'origine des maux dont souffre l'école sénégalaise. Le Rassemblement islamique du Sénégal estime que la société a un rôle important à jouer pour régler définitivement cette crise en se mobilisant autour de l'école. L'école est l'affaire de la société. Donc nous, notre appel est destiné à la communauté de reprendre l'initiative afin de sauver l'école et de proposer à l'État et aux syndicats au moratoire dont les modalités et la durée seront discutées et adaptées par tous les acteurs et la société dans ses composantes et se positionne comme garant de cette initiative. Le risque conscient des enjeux d'un système éducatif stable et performant dans un pays qui aspire à l'émergence invite les différentes parties à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution à cette situation. Au lieu d'entretenir un dialogue sincère et de se tenir un langage de vérité, le gouvernement et les syndicalistes
depuis des années, semblent faire du surplace. Le risque invite le gouvernement et les organisations syndicales à ne pas rompre le dialogue et de ce fait à poursuivre les pourparlers pour trouver une issue heureuse à la grève et permettre aussitôt une reprise immédiate des cours. Le RIS soutient que les parties prenantes doivent taire leurs divergences et appelle à une refondation de l'école pour que l'enseignement public puisse être revalorisé et renoué avec la performance et l'excellence. Juste préciser que le Premier ministre a rencontré ce vendredi les syndicats d'enseignants du moyen secondaire. Ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente, surtout concernant les indemnités liées au logement. Nous y reviendrons certainement avec Djiby Sardioni qui était sur place. Un autre point sur lequel le gouvernement et le SAES ont trouvé un terrain d'entente, il s'agit de la question de la retraite, mais également les indemnités de logement. Un vent d'espoir souffle à nouveau à l'UCAD. Les responsables d'étudiants se réjouissent de ces accords et appellent au respect strict des engagements. Ils invitent aussi autorités administratives et étatiques à se pencher sur les problèmes qui affectent jusqu'à présent les étudiants en master et qui pourraient être source de nouvelles perturbations au temple du savoir. En reportage d'Elhaj Moussabey. Les responsables étudiants, l'espoir est permis suite aux avancées notées dans les négociations entre le gouvernement et le SAES. Nous espérons pouvoir reprendre les cours d'une manière générale. Mais aussi d'espoir, parce que nous espérons que des grèves de ce genre qui bloquent le fonctionnement total de nos enseignements à l'université pourront ne plus se répéter. Les négociations entre le gouvernement et le SAES, ce n'est pas une première fois. Mais comme ils ont négocié et mis sur place un comité de suivi, je pense que cette fois-ci, ça va éradiquer carrément les problèmes. Donner des gages est une chose, mais les matérialiser en sont une autre, martèlent ces étudiants qui invitent l'État au respect des engagements. À tout instant, on nous dit qu'il y a des accords qui ont été signés mais qui n'ont pas été respectés. Mais pourquoi attendre jusqu'à ce moment pour essayer de sauver l'année? Et là, je pense que c'est déplorable. Ce qu'on souhaite et ce que nous demandons en tant qu'étudiants, c'est l'application de ces décisions-là prises, quoi. Certes, le campus social a repris son cours normal grâce aux pourparlers entre les deux parties. Mais les problèmes demeurent au temple du savoir, renseignent ces leaders des mouvements d'étudiants. Prenons l'exemple du département de géographie. Actuellement, il y a 73 étudiants qui ont été délaissés parce qu'ils ont eu leur licence cette année et l'administration avait ouvert le dépôt des listes pour la sélection du master. Et eux, ce qui est grave, c'est que l'administration a collecté la date des dépôts le 9. Et pour ces 73 étudiants, ils ont reçu leur relevé qui devait être parmi le dossier à déposer. Ils ont reçu ça le 20. Des problèmes d'orientation des étudiants en master, beaucoup de problèmes, que ça soit dans le cadre social. Et là, il y a des manquements qui restent. Les cours ont repris à l'issue des négociations entre gouvernement et syndicats de l'enseignement supérieur. Pour une première, les parties sont tombées d'accord sur la mise sur pied d'un comité de dialogue social du secteur pour le suivi des accords. Nous changeons de registre. Gamo annuel de Taïba-Niassène. La circulation de moto Jakarta et charrettes sur l'axe Dingirai Taïba-Niassène est interdite. Une mise en garde du gouverneur de Kaolack, Al-Hassan Sall, annonce des sanctions contre les récalcitrants. Il a également profité de l'occasion pour solliciter de l'État une enveloppe de 6 millions de francs CFA pour assurer la couverture sanitaire des pèlerins. Il présidait un CRD sur les préparatifs de la célébration de cet événement religieux. Nous rejoignons Pape Malik Fall. La famille de Maulana Cheikh Ibrahim s'apprête à commémorer le Gamo annuel de Taïba-Niassène. À moins de 20 jours de sa célébration, un CRD a réuni l'ensemble des chefs de services techniques de la région. L'occasion pour Al-Hassan Sall d'annoncer l'interdiction de la circulation des charrettes et motos Jakarta sur l'axe Dingirai Taïba-Niassène avant, pendant et après la célébration de ce grand rendez-vous religieux afin de réduire considérablement les nombreux cas d'accidents. Nous allons interdire donc les charrettes sur l'axe, les motos Jakarta, et l'axe sera uniquement réservé aux véhicules parce que c'est un axe assez étroit. Nous souhaitons que les éléments de la gendarmerie ne soient pas distants d'un certain nombre de mètres. Cette rencontre d'échange et de partage qui a réuni dignitaires religieuses, autorités municipales et administratives
constitue un cadre pour le comité d'organisation de solliciter à l'État une enveloppe de 6 millions de francs CFA pour l'achat de médicaments servant à la couverture sanitaire de cet événement. Nous allons vraiment plaider pour que l'enveloppe de la région médicale soit renforcée et nous estimons également que pour cette fois-ci, Dakar va réagir positivement. Al-Hassan Sall a par ailleurs prévenu les dignitaires et familles établis à Taïba Niassène sur le manque de charbon de bois au regard des normes établies par les eaux et forêts. Il est permis que le bois mort soit utilisé évidemment par la communauté pour la cuisson. Des autorisations peuvent être délivrées pour leur acheminement vers les lieux retenus. Pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cette grande manifestation religieuse tant attendue par les disciples de Cheikh al-Islam. Medina Baye déplore l'étroitesse de l'axe d'Ingira et Taïba Niassène. Pour Cheikh Tidiane Niang du comité d'organisation des manifestations de la Faïda, cette situation serait à l'origine des nombreux accidents enregistrés sur cette route. Il demande l'intervention de l'AGEROUTE. Pour plus de détails, suivant Cheikh Tidiane Niang du COMAF au micro de nos correspondants à Kaolack. Est tel que deux véhicules ne peuvent pas la pratiquer en même temps et que les accotements qui sont en latérite laisse dégager une poussière qui rend la visibilité impossible pour le véhicule qui vient derrière. La communauté de Médina a généralement un problème de voirie. Même quand vous allez à Medina Baye, vous ne voyez pratiquement pas de route goudronnée. Et ça, je pense que la dimension de la cité religieuse est actuellement à un niveau tel que nous ne disons pas que l'État ne fait pas d'efforts, mais l'État doit consacrer un peu plus d'efforts sur la voirie de Medina Baye. Et à chaque fois qu'il y a un événement religieux à Medina Baye, il faut également dire que Taïba Niassène est impliqué et Kossy est impliqué. Parce que c'est ça la réalité. Meurtre d'un malade mental à Mbour, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux porte plainte contre X. Son président exige que lumière soit faite sur cette affaire. Ansoumana John déplore les conditions dans lesquelles vivent les malades mentaux dans le pays. Juste préciser que la police a ouvert une enquête. Les Lumières ont déjà mis la main sur 8 suspects. Ansoumana John s'exprime au micro de Mamadou Diop. Nous avons déposé une plainte tout à l'heure auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour suite au meurtre d'un malade mental hier mercredi 14 mars 2018. Un malade mental qui a été sauvagement assassiné par un groupe d'individus suite, paraît-il, à un caillassage d'un véhicule. Cela pose encore un problème de la sécurité par rapport aux malades mentaux errants. Quoi qu'il en soit, il a été tué et nous avons déposé une plainte pour que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient arrêtées, pour que justice soit rendue afin que pareille mauvaise chose ne se reproduise plus jamais dans notre pays. C'est l'occasion également, et pour une énième fois, d'interpeller solennellement ici à Mbour son Excellence M. Macky Sall pour la restitution de notre siège à Kaolack, construite grâce au soutien du président Abdoulaye Wade et qui a été confisqué puis fermé depuis 2013 par le régime actuel. Connaissez-vous la psychotraumatologie? C'est une science qui s'intéresse aux troubles psychiques dus à des événements traumatiques. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie vient de lancer le diplôme d'université de psychotraumatologie. La finalité est de former les médecins assistants sociaux, sages-femmes et autres acteurs qui évoluent dans la médecine pour une meilleure prise en charge de ces troubles. Les détails avec Yamakoli. Une formation diplômante ouverte à des différents professionnels de plusieurs secteurs d'activité, tels que médecins, infirmiers, assistants sociaux et spécialistes en médecine, ceci pour venir en aide aux personnes victimes de catastrophes. Cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est de lancer officiellement les enseignements du diplôme de psychotraumatologie. C'est un diplôme qui a été ouvert cette année au niveau de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop et qui dure 1 an. Donc on peut s'inscrire, peuvent s'inscrire les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, tous ceux qui ont des connaissances de base en matière de santé pour être formés pendant 1 année et devenir, après des stages pratiques, des spécialistes de la psychotraumatologie.
Cette formation, qui a une durée d'1 an, permettra d'outiller les acteurs qui pourraient disposer des ressources humaines de qualité et de contribuer à la prise en charge des traumatismes psychiques. Et la psychotraumatologie, c'est la discipline qui permet de prendre en charge les personnes qui sont victimes de traumatisme, que ce soit une catastrophe naturelle, une catastrophe provoquée, les guerres, les attentats, les enlèvements, les vols, les violences, les bagarres, tout cela avec ou non mort d'homme. Ces personnes devraient pouvoir être capables, après leur formation, de les prendre en charge. Face aux nombreuses catastrophes, telles que les accidents, viols, incendies, le diplôme d'université de psychotraumatologie vient de mettre en place une formation pour aider les victimes du traumatisme. Une formation d'1 an, théorie et de pratique, pour un coût global de 500 000 francs CFA par personne. Un mode politique dans ce journal, Idrissa Seck est dépassé sur le plan politique. Déclaration du responsable Apéris à la commune de Biscuiterie. Ismaïla Gueye s'en est également pris à Arona Koumba-Ndoffène Diouf. Selon lui, le conseiller du président de la République a un agenda politique caché. Toutefois, il appelle tous ses camarades à l'unité pour la réélection de leur mentor au premier tour. Il a tenu ses propos lors d'une manifestation de sensibilisation sur les inscriptions sur les listes électorales dans la commune de Biscuiterie. Il est interrogé par Abdoulaye Ndiaye. Biscuiterie est un champ de bataille à chaque fois. En fait, on nous le reproche. Mais moi, je suis là pour lancer un appel à tous les responsables de biscuiterie de s'unir et de vraiment, en fait, d'abord signer la paix et ensuite vraiment de répondre à l'appel du président. Et cet appel, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, gagner pour les élections de 2019 au premier tour. Quand le président nous a effectivement envoyé son directeur de cabinet, en l'occurrence Oumar Youm, en fait, Arona Koumba-Ndoffène est venu avec une vingtaine de nervis pour effectivement faire des saccages qui ont fini par disperser vraiment la rencontre. La rencontre ne s'est pas finalement tenue. Pour ma part, je pense qu'il faudrait dépasser tout cela. Parce que Arona Koumba-Ndoffène est en train effectivement d'acheter la conscience des responsables des responsables APR. C'est comme s'il avait un agenda caché. Et de ce que ne doit pas ne doit pas poser de problème. La tortuosité du bonhomme est connue. Et de ce a toujours perdu, en tout cas à Biscuiterie. Il a toujours perdu les élections au Sénégal. Nous nous rappelons tous, déjà en 2012, sa seule ambition c'était d'atteindre la place de l'indépendance. Il ne l'a déjà jamais atteint. Crise politique au Togo, l'Union pour la République section Sénégal de tout cœur avec le président Faure Gnassingbé. Selon elle, depuis son arrivée au pouvoir, des progrès ont été enregistrés sur tous les plans. Unir Sénégal s'engage pour une paix durable et un dialogue sincère au Togo. Toutefois, elle se dit favorable à des réformes dans le respect des lois. Vous avez certainement suivi l'élément de Abdoulaye Ndiaye dans notre édition en Wolof. Les charretiers soignent les chevaux, s'occupent de leur attelage et les conduisent. Ils doivent bien connaître les chevaux, savoir être patient et avoir la force nécessaire qu'exige ce métier. Ces qualités s'acquièrent avec la pratique et l'exemple. À Dakar, bon nombre de jeunes se lancent dans ce créneau. Les risques et difficultés ne manquent pas, mais ces charretiers s'accrochent à ce travail qu'ils jugent très noble. Vous l'avez compris, c'est le métier de cette semaine, un dossier de Adjara Ndiaye. Et c'est le plus important, parce que certains font ce travail à cause de la situation précaire qu'ils sont en train de vivre dans leur famille. C'est un métier comme tous les autres. Si on y croit, on peut gagner beaucoup. J'ai vu des R+4 et ce sont des charretiers qui en sont les propriétaires. Toutefois, ces braves hommes n'envient en rien les bureaucrates car ils gagnent bien leur vie. Alhamdulillah, on ne se plaint pas parce que nous parvenons à venir nos besoins. Si nous n'avons pas trouvé notre intérêt dans ce métier, on ne va pas continuer. Mon souhait, c'est de convoyer ma mère à la Mecque et c'est dans cette charrette que j'espère le faire. Oui, nous gagnons bien notre vie parce que je suis venu ici en 2006 avec un seul cheval, mais j'ai fait des bénéfices et maintenant j'en ai 4.
Regrec, Kharagne, entre autres, sont des noms que ces charretiers donnent à leurs chevaux pour pouvoir les identifier et communiquer avec eux. Ils sont conscients que sans ces êtres, ils ne pourront pas faire ce travail. Par ailleurs, ces hommes estiment que c'est un métier comme tous les autres. Ils espèrent que les autorités et la population leur accordent plus de considération. Adjara et Papa Ndiaye nous donnent rendez-vous vendredi prochain, toujours à la découverte dans notre métier. Et nous terminons par du sport. Veille de match ce vendredi entre Génération Foot et Oroya AC de Guinée. Un match comptant pour la manche retour des 16e de finale dans la Ligue africaine des champions. Les deux équipes devront en découdre ce samedi au stade Léopold Senghor. Le manager général du champion du Sénégal se réjouit de soutien et la mobilisation